Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur For Change pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler comment développer une IA de confiance avec Alexandra Bensamoun, professeure de droit. Ce sera dans quelques instants. On évoquera ensuite les Jeux Olympiques Paris 2024. Quels impacts pour les entreprises franciliennes avec Ludovic Clavreul, avocate associée au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre. Et enfin, on évoquera comment faire évoluer le loyer dans un bail commercial avec Amélie Pinson, avocate associée chez Advent Altana. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On débute tout de suite cette émission Lex Inside sur 4Chain et en parler des Jeux Olympiques de Paris 2024. Quels impacts pour les entreprises franciliennes avec mon invité Ludovic Clavreul, associé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre. Ludovic, bonjour. Bonjour Arnaud. Comment faire face aux restrictions de circulation et aux difficultés d'accès aux lieux de travail ? Alors, c'est une vraie question parce que les travaux d'installation des infrastructures olympiques ont débuté et donc petit à petit, on va avoir des stations de métro qui vont fermer et donc des transports plus compliqués pour les salariés, à la fois pour rejoindre leur lieu de travail et pour en partir. Donc la solution, elle a été préconisée par les pouvoirs publics assez largement. Vous avez certainement vu les campagnes d'affichage dans notamment les stations de métro. C'est télétravailler. Alors télétravailler, oui, mais pas à n'importe quelle condition et pas pour tout le monde parce qu'un certain nombre de postes, ne sont pas télétravaillables, vous le savez. Pour ceux qui peuvent télétravailler, les pouvoirs publics ne sont pas allés jusqu'à imposer le télétravail total, comme ça avait été possible en période pandémique. Maintenant, les entreprises ont un certain nombre d'accords ou de chartes qui organisent le télétravail, donc libre à elles de fixer le nombre de jours de télétravail, par exemple pour les salariés qui sont concernés, libre à elles aussi de déterminer quels postes sont télétravaillables, ceux qui ne le sont pas, et la fréquence effectivement du nombre de jours sur place ou à domicile pour travailler. Donc il faut que l'entreprise organise le cadre de ce télétravail et c'est pas au salarié lui-même de définir quand est-ce qu'il télétravaille ou pas. Non, alors soit il y a un accord et on l'applique, ou le cas échéant on l'adapte pour l'appliquer en période olympique, soit il y a une charte, on l'applique également. Sinon, c'est à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de fixer l'organisation du travail. La recommandation, bien sûr, c'est d'essayer quand même de discuter avec ses partenaires sociaux. Quand on a des représentants du personnel, il faut également les consulter suffisamment en amont et informer les salariés aussi suffisamment en amont pour qu'ils puissent prendre toutes leurs dispositions pour s'organiser pendant cette période un peu particulière. Alors pour un certain nombre d'entreprises, les Jeux Olympiques génèrent un pic d'activité. Comment faire pendant cette période ? Alors là, il faut utiliser des leviers relativement classiques en matière de durée du travail, par exemple en organisant, par exemple, le travail en équipe, même si c'est pas prévu, on peut l'organiser pour faire face notamment à des pics de fréquentation. C'est vrai dans les commerces, par exemple, qui vont devoir rester ouverts assez tard, voire le week-end. On peut solliciter éventuellement le recours au travail de nuit, c'est une possibilité. On peut même envisager de travailler le dimanche alors qu'on ne le faisait pas habituellement. Il y a des dérogations qui ont été prévues pour la période olympique, mais on peut aussi solliciter les dérogations préfectorales ou utiliser les dérogations de plein droit quand on a une activité, par exemple l'hôtellerie, la restauration, de manière classique, peuvent travailler le dimanche. Donc, ils peuvent utiliser assez facilement ces dispositions. Alors, à contrario, il peut y avoir un ralentissement d'activité lié aux Jeux Olympiques. Oui, notamment on pense aux zones dites rouges ou bleues, c'est-à-dire les zones où les restrictions de transport et de circulation seront très fortes. Dans ces zones-là, par exemple, on peut craindre que certains salariés ne pourront pas accéder à leur lieu de travail ou que certaines activités seront simplement interdites. On pense notamment à la construction, aux entreprises du BTP. Ça sera très difficile pour elles de s'approvisionner, ça sera très difficile pour elles effectivement de monter des engins de chantier parce que les conditions de sécurité seront difficilement compatibles. Alors, vous avez certainement vu que certaines entreprises demandent le passage à l'activité partielle à 100% avec une aide de l'État plus importante. Je n'ai pas l'impression que les pouvoirs publics souhaitent s'engager dans cette voie. Alors, il y a le dispositif classique
mais avec un reste à charge quand même assez important à la fois pour les salariés et pour les entreprises. Mais à ce jour, sinon la meilleure option, ça sera de placer ces salariés en congé pendant la totalité de la période pour les faire travailler à une période où effectivement on sera hors JO et il n'y aura plus les restrictions qu'on va connaître. On va conclure là-dessus. Merci Ludovic d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Comment développer une IA de confiance et responsable? On en parle tout de suite avec mon invité Alexandra Bensamoun, professeure de droit. Alexandra Bensamoun, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, vous avez participé au rapport sur l'intelligence artificielle demandé par le président Emmanuel Macron. Quelles sont les principales conclusions de ce rapport? Alors, c'est un rapport, vous le savez, on était une quinzaine d'experts à le réaliser, plutôt avec une recommandation positive. Comment faire de la France un champion sur le marché de l'intelligence artificielle. Alors, on a suivi cette mission et on a, pendant 6 mois, beaucoup travaillé et formulé 25 recommandations. Alors, je ne vais pas ici vous citer les 25 recommandations. Le rapport est disponible en ligne sur le site de l'Élysée ou de Matignon. Mais disons que principalement, il nous a semblé qu'il y avait un effort très important à faire sur la formation et sur la sensibilisation de manière générale à l'intelligence artificielle, que ce soit pour les enfants de la maternelle. On peut très bien faire de la sensibilisation sur une image d'un éléphant avec des ailes pour faire parler à un enfant de maternelle et lui dire que développer son esprit critique par rapport à ces images qui sont de plus en plus nombreuses sur les réseaux, qui sont générées par des intelligences artificielles, et puis jusqu'aux seniors, parce que le marché va inonder la société, l'IA, va inonder le marché, va inonder la société. Et ce qui serait terrible, c'est que l'outil ne soit pas reçu ou qu'il ne soit pas compris et qu'il provoque une fracture supplémentaire dans la société. Donc ça a été vraiment une recommandation très consensuelle au sein de la commission intelligence artificielle. On était vraiment tous très d'accord sur cet engagement nécessaire de l'État pour la formation initiale, continue, tout au long de la vie. Y compris sous forme de sensibilisation des seniors. Et puis, vous le savez, on a recommandé de réorienter structurellement l'épargne vers l'innovation et aussi de créer à court terme un fonds pour l'intelligence artificielle de 10 milliards. C'est une somme très ambitieuse, mais l'ambition économique de l'IA est à la hauteur des engagements que nous préconisons. Voilà. Puis il y a d'autres recommandations comme faire de la France un pôle majeur de la puissance de calcul, puisque vous savez que sur la puissance de calcul, on n'est pas très bien placé, à la fois sur les centres de données, puisque les 2/3 des parts de marché sur les centres de données appartiennent aux Américains. Et puis la même chose pour les processeurs. Les processeurs, vous avez une entreprise qui représente pratiquement l'intégralité du marché. Et on sait que le nerf de la guerre, c'est ces fameux processeurs, les GPU. Et le nerf de la guerre, c'est la puissance de calcul, notamment pour l'IA générative et pour les modèles de fondation. C'est la puissance de calcul. Donc on a aussi ce type de recommandations. Mais du coup, l'autre nerf de la guerre de l'IA générative, sont les données. On a aussi une recommandation sur l'accès aux données. Une recommandation aussi sur la recherche publique pour délier un petit peu, pour libérer un peu la recherche publique. Vous savez que à l'université, on a souvent des procédures qui sont assez lourdes et l'intelligence artificielle se marie mal avec la longueur des procédures administratives. Et donc essayer d'avancer un petit peu plus vite parce que l'urgence est un peu là. Il n'est pas trop tard pour jouer pour rentrer dans le jeu, mais il faut pas tarder. Alors, il y a un enjeu aussi de régulation de l'IA et l'Union européenne s'en est saisie avec l'IA Act. Quelles sont les grandes lignes de ce règlement sur l'intelligence artificielle ? Alors, donc, l'AI Act, c'est une proposition de règlement européen. C'est très important, parce qu'un règlement, contrairement à une directive, c'est directement applicable dans les 27 États membres de l'Union européenne, donc avec évidemment des échéances pour l'entrée en application, mais ça veut dire que c'est un texte qui uniformise et qui ne se contente pas d'harmoniser les droits. Il n'y a pas de transposition en tant que telle. C'est la première régulation internationale sur l'intelligence artificielle.
Et l'approche initiale de ce texte, c'est une approche par les risques. C'est-à-dire que vous avez une gradation normative, une gradation des obligations en fonction du risque suscité par l'usage du système d'intelligence artificielle. Donc lorsque le risque est pratiquement nul, eh bien on va appliquer le droit commun, le droit qui existe déjà, et puis l'Union européenne recommande quand même des codes volontaires de conduite pour voilà essayer de normaliser un petit peu. Et puis lorsque le risque est un petit peu plus élevé mais qu'il est modéré, on impose une obligation de transparence. Par exemple, lorsque vous êtes en communication avec un chatbot ou lorsque vous avez un deepfake artistique ou peu importe, il faut que vous sachiez. Il y a une transparence, il y a une information à faire. Juste à l'étage au-dessus, dans cette pyramide des risques, vous avez le haut risque, où là, vous avez vraiment beaucoup d'obligations qui sont mises à la charge de la chaîne, des producteurs, des déployeurs, des utilisateurs d'IA à haut risque. Et ici, vraiment des obligations essentielles, des obligations de mise en conformité, de suivi tout au long de l'utilisation de ce système, un marquage CE, une inscription dans une base européenne. Donc vraiment, c'est ici que vous avez la plus grosse procédure. Oui, vraiment la partie la plus importante d'un point de vue normatif. Et ici, vous avez les secteurs clés, le recrutement de travail, les services essentiels, la justice, l'enseignement. Donc, vous avez aussi des choses qui gênent un petit peu, du type l'utilisation de techniques subliminales ou voilà des choses un petit peu qu'on souhaite cadrer. Et puis tout en haut de la pyramide, vous avez les interdictions, donc le risque inacceptable. Là, vous avez ici les techniques subliminales de manière très transverse, mais vous avez surtout la notation sociale. Le scoring social comme en Chine où là on n'accepte pas. En tout cas, ça fait partie des valeurs européennes. On ne souhaite pas être évalué par les États. Vous avez également la reconnaissance faciale dans l'espace public en temps réel, mais avec beaucoup d'exceptions. Les États se sont battus pour avoir des exceptions dans un cadre. On pense aux enjeux de sécurité, notamment par exemple aux Jeux Olympiques. Tout à fait. Voilà. Encore que le système qui sera mis en place aux Jeux Olympiques n'est pas un système de reconnaissance faciale. Il a d'ailleurs été évalué favorablement par la CNIL. Alors, évoquons maintenant, si vous le voulez bien, les intelligences artificielles génératives. On sait que ChatGPT et d'autres ont été largement adoptés par tout un chacun. Quid des règles spécifiques s'agissant de ces intelligences artificielles génératives? On était la proposition de l'AI Act est sortie quelque temps avant l'apparition ou la mise à disposition du public de ces IA génératives. Et donc, vraiment, l'AI Act, au départ, c'est juste une approche par les risques. Et puis, fin 2022, ChatGPT sort, le grand public s'en empare. Et là, on commence à se poser la question, c'est quoi cet outil? Est-ce qu'il faut le réguler par lui-même? Et vous voyez qu'on change de manière de réguler, puisque là, on va réguler du coup une technologie, non plus un usage. Mais ce qui paraît fort logique, puisque on peut utiliser une IA générative dans tout usage. Donc, l'angle n'était pas favorable. Donc, on s'est posé la question et en effet, le législateur européen a décidé d'adopter un certain nombre de règles qui ne concernent que les IA génératives. Et là encore, il y a une variabilité normative. C'est-à-dire qu'il y a des critères et en fonction finalement de l'importance de ces modèles, l'AI Act parle d'IA à usage général, GPAI. En réalité, ce sont les modèles de fondation. On dit souvent les modèles de fondation. Eh bien, c'est en fonction d'un certain nombre de critères, vous allez avoir des règles plus ou moins importantes. Par exemple, si cette IA générative est susceptible de provoquer des risques systémiques, donc à grande échelle, et ça, c'est présumé lorsque la puissance de calcul utilisée est supérieure à 10-25 flops. Vous avez un certain nombre d'obligations supplémentaires. Et puis également, les obligations sont modulées en fonction du caractère open source ou pas du modèle. En revanche, pour tous les modèles, et donc les IA génératives, comme on dit, pour tous les modèles mis à disposition, eh bien, il y a la nécessité de respecter le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur et d'être transparent sur les sources d'entraînement. Ça a été un gros enjeu, vous le savez, vous l'avez bien suivi. Ça a été un gros enjeu dans le débat sur l'adoption de l'AI Act. Et en réalité, c'est aujourd'hui quelque chose qui est en train de s'installer de manière assez nette, à peu près partout dans... Alors justement, vous évoquez la question des droits d'auteur.
l'histoire, Oui. qui a fait couler beaucoup d'encre. Qu'en est-il pour terminer sur cette question, sur les droits d'auteur? Qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire, justement, avec les intelligences artificielles? Alors, les modèles de fondation se nourrissent de contenu et les contenus doivent être de qualité. Et un contenu de qualité, c'est un article d'un journal, c'est une prestation d'un journaliste, d'un acteur. Tout ça, c'est protégé, soit par des droits d'auteur, soit par des droits voisins du droit d'auteur. Et l'idée, c'est que bien vous voulez créer un nouveau marché, que ce marché soit éthique et compétitif. C'est-à-dire que vous vous servez de contenu en amont pour entraîner cette IA qui ensuite créera de la valeur. Il est normal que ceux qui ont fourni les sources puissent bénéficier de cette chaîne de valeur. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de soutenir dans l'AI Act, cette obligation de transparence pour les modèles. Donc il s'agira pour ces modèles de déclarer leurs sources, ce qui permettra aux titulaires de droit de négocier des rémunérations. Il ne s'agit pas d'interdire les titulaires de droit. Non, mais qu'il y ait une juste rétribution du travail. Exact. Et c'est un sujet de chaîne de valeur. On ne crée pas un marché éthique et compétitif en écrasant une partie de la chaîne de valeur. On le voit aux États-Unis. Il y a une vingtaine de procès juste sur le copyright. Tous les secteurs, y compris le New York Times, vous le savez sans doute. Tout à fait. Il y a tellement de procès que ça montera sans doute à la Cour suprême. Et je dois vous dire que j'ai vu il y a quelques jours avec satisfaction que une proposition de loi aux États-Unis avait été déposée pour proposer tout simplement la même règle que dans l'AI Act, c'est-à-dire la transparence des sources pour permettre une juste rémunération des titulaires de droit. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec grand plaisir. Merci Arnaud. Comment faire évoluer le loyer en cours de bail commercial? On en parle tout de suite avec mon invité, Amélie Pinson, associée au sein du cabinet Advent Altana. Amélie, bonjour. Bonjour Arnaud. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer comment se fixe le montant initial du loyer dans un bail commercial? Alors, figurez-vous que la fixation du montant du loyer initial est libre, dans la limite où le prix est réel et sérieux. C'est la limite légale pour rester dans le cadre de la qualification d'un contrat de bail. Quant au montant, c'est la loi du marché, la rencontre d'une offre et d'une demande. Et si on a un doute, de toute façon, on peut toujours faire expertiser son bien pour avoir une idée. Ce qu'on recommande à nos clients, qu'ils soient locataires ou bailleurs, c'est quand même de rester sur un taux d'effort, c'est-à-dire le pourcentage du chiffre d'affaires que le locataire va affecter au montant du loyer, disons moyen, raisonnable pour la viabilité de l'opération. Cela étant dit, on peut fixer les montants de loyer de manière très différente, sur la base d'un prix numéraire forfaitaire, sur la base d'un prix qui peut évoluer par palier, par réduction, suivant aussi des franchises. On parle de loyer facial, le prix stipulé initialement, versus le loyer dit économique, c'est-à-dire le loyer réellement supporté par le locataire après ces accompagnements faits par le bailleur. Il peut être fixe, il peut être aussi affecté en tout ou partie d'une clause dite recette, c'est-à-dire en fonction d'un pourcentage affecté au chiffre d'affaires réalisé par le locataire dans le local. Un autre élément très important aussi à prendre en considération, c'est l'échéancier du règlement du loyer. Pourquoi c'est important ? C'est très important parce que c'est un sujet de trésorerie des entreprises. Et c'est un sujet que, justement, le législateur vient de prendre en considération dans le projet de loi dite simplification pour envisager au bénéfice de certains preneurs. Et on se dirige vers des preneurs où c'est peut-être plus sensible actuellement, c'est-à-dire le commerce et l'artisanat, pour envisager sur demande une possibilité de mensualisation des loyers et de limitation des dépôts de garantie à 3 mois. Alors, quel est l'intérêt d'une clause d'indexation annuelle dans un bail commercial ? Alors, l'intérêt immédiat qu'on y voit compte tenu de l'inflation des indices aujourd'hui, c'est de faire évoluer bien sûr le montant du loyer sur l'évolution des prix Bien sûr. Et du coût de la vie. On a 2 types d'indices auxquels on se réfère habituellement pour les clauses d'indexation, étant précisé que c'est un mécanisme contractuel. Donc c'est un choix, et on en discute dès la rédaction du contrat. Nous avons l'ILC pour les commerces, et nous avons l'ILAT pour les activités tertiaires, c'est-à-dire les bureaux et la logistique. C'est quoi les différences entre ces deux indices ? Globalement, dernièrement,
tant de différence. C'est surtout effectivement les prises en compte de base de référence. Mais in fine, je crois que sur la dernière année, là, à date où on se parle, on est sur des évolutions autour de plus de 5% d'évolution par an. D'accord. Et c'est pas forcément corrélé à la performance des entreprises. C'est aussi pour ça que les législateurs, à l'été 2022, a pris des dispositions assez exceptionnelles de plafonnement à hauteur de 3,5% par an, au bénéfice des locataires, on va dire TPE, PME, moins de 250 salariés et moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, et uniquement aussi pour l'application de l'indice ILC. La question qui s'est posée tout de suite pour nous les professionnels du droit, c'est de savoir est-ce que ces dispositions extraordinaires s'appliquent que pour l'indexation ou s'appliqueraient-elles aussi pour la révision triennale, qui est encore un autre mécanisme. Et nous avons eu la première décision du tribunal judiciaire de Paris début mai pour nous dire que ça s'applique également à l'occasion de la révision triennale. D'accord. Alors justement, en cours de bail, comment fonctionne ce mécanisme de révision triennale des loyers? C'est un mécanisme, avant toute chose, d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déroger. L'avantage de la révision triennale, qui était le mode de révision originel du statut des baux commerciaux du décret de 1953, c'est de faire évoluer le loyer à l'indice, mais tous les 3 ans, comme son nom l'indique, triennal. Si vous n'avez pas de clause d'indexation dans le bail, ça vous permet, tous les 3 ans, à la demande, en revanche, de la partie qui serait intéressée à le faire, de pouvoir faire évoluer le loyer tous les 3 ans depuis la dernière fixation du loyer. C'est une garantie. C'est une garantie. Il y a aussi des cas très intéressants, et je vais peut-être donner un exemple, où nous avons des déplafonnements du montant du loyer, c'est-à-dire qu'on est même en dehors des indices. Je vais vous en donner un exemple. Si vous avez une clause d'indexation, dite d'échelle mobile, et que les indices dévissent de plus de 25% à la hausse ou à la baisse, on peut imaginer de passer à la valeur locative et non plus au montant de loyer initial. Valeur locative, pour le dire très rapidement en résumé, c'est la valeur pour des locaux comparables aux alentours pour la destination prévue au bail. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que on peut faire évoluer, mais la loi Pinel de 2014 est quand même venue mettre une limite en mettant un plafonnement de 10% au bénéfice des locataires, 10% par an, comme un palier qui permet d'anticiper quand même une très forte hausse. Et ce palier-là, ces 10%, il est d'ordre public, ce qui n'est pas le cas pour le lissage de 10% prévu dans le renouvellement. Alors on a vu les révisions en cours de bail. Qu'est-ce qui se passe à l'issue du bail commercial? Comment le loyer peut-il évoluer en cas de renouvellement? Alors lors du renouvellement, le loyer peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Mais il est vrai que le point d'achoppement entre les parties, c'est lorsque finalement la valeur locative est complètement décorrélée Du marché? La valeur locative de marché, on va dire, est décorrélée du prix issu du bail expiré ou du plafonnement à l'indice. Là, évidemment, il y a une décrispation. Nous, ce qu'on recommande de toute façon à nos clients, qu'ils soient bailleurs ou utilisateurs, peu importe, c'est le moment ou jamais de se revoir et de renégocier. Et on parle du loyer de renouvellement, mais pas seulement. Le loyer, c'est une donnée parmi d'autres. Bien sûr. Et à l'aune des réformes, dont la réforme Pinel, qui est venue quand même instaurer beaucoup d'exigences à l'égard des bailleurs pour la refacturation, c'est aussi important à ce moment-là de se poser la question de savoir quel est le chemin qu'on peut prendre ensemble lors du renouvellement. Ensuite, pour nous, l'idéal, dans un monde idéal, c'est que ce sujet de comment ça va se passer l'anticipation du renouvellement, c'est dès la rédaction du bail initial. On peut très bien éviter d'avoir des mauvaises surprises, accompagné par un professionnel du droit, bien évidemment. Donc, essayez d'anticiper. On peut essayer d'anticiper. Et en tout cas, au moment du renouvellement, c'est l'occasion aussi de prendre une trame de bail, j'allais dire actualisée des dernières jurisprudences et de la loi Pinel. On va conclure là-dessus. Merci Amélie Pinson d'être venue sur notre plateau. Merci.